Bonsoir, merci d'être venues aussi nombreuses et un petit peu nombreux. Voilà, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la directrice de France Bleu Mayenne et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Muriel Ross, qui est fondatrice et éditrice du magazine Femmes Majuscules, et Thierry Delcourt, qui est psychanalyste et psychiatre, qui est venu aussi pour cette rencontre. En deux mots, pourquoi aujourd'hui on a cette belle rencontre avec Femmes Majuscules ? C'est parce que, comme vous le savez, je suis animée par le soin et l'envie d'accompagner les femmes et de les aider et de répondre à leurs attentes. Je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne répond pas assez à leurs questionnements. Et en tant que directrice d'une radio, j'ai envie que nous jouions pleinement notre rôle de radio de service public et donc de répondre à vos questions et de servir, si possible, le maximum de femmes dans leur quotidien. Et j'ai rencontré Muriel Ross à la rentrée, donc c'est septembre au mois d'octobre, par quelqu'un qui m'a dit: il faut absolument aller voir Muriel Ross, tu vas voir, c'est une femme absolument exceptionnelle, elle a un magazine qui est génial pour les femmes, et je pense que vous allez avoir des choses à vous dire. Donc on s'est rencontrés, et c'est le début d'une histoire pour les femmes, pour vous toutes, et j'espère pour d'autres femmes qui ne sont pas là encore ce soir dans ce réseau-là. L'idée, c'est de répondre effectivement aux questions que vous posez, de pouvoir aussi, avec vous, essayer de créer des outils pour que votre quotidien puisse s'améliorer, que vous puissiez avoir une place dans cette société, que vous puissiez occuper pleinement votre place de femme en tous les cas. Juste avant de passer la parole à Muriel, c'est le début d'une histoire, puisque vous l'avez vu, il y a eu un casting, donc on va donner de la visibilité à des femmes mayennaises. Vous allez exister aussi dans un magazine pour les femmes et qu'on peut acheter partout en France, donc vous allez avoir une autre visibilité que celle que vous avez en Mayenne, ou tout simplement de la visibilité si vous n'en avez pas du tout. C'est le début d'une histoire parce que je pense qu'on va faire d'autres choses ensemble pour vous donner la parole. Et justement, dans ce sens-là, vous avez tout eu un petit papier en arrivant pour créer des ateliers. Alors ces ateliers, ce n'est pas pour les mettre en place ce soir, mais c'est pour les mettre en place dans les semaines qui vont venir. Je vous demande si vous voulez bien y participer pour deux raisons. Parce que vous allez pouvoir apporter vous-même les thématiques qui vous intéressent. Et comme vous le savez, pour certaines d'entre vous qui étaient présentes, Pascale Boitard, la ministre qui est venue en septembre, je lui ai proposé que les femmes mayennaises puissent participer au débat et puissent apporter leurs réflexions, leurs questions, leurs envies, leurs attentes jusqu'au ministère des droits de la femme. Alors c'est une secrétaire d'État, là c'est plus vraiment une ministre, mais on l'appelle quand même Madame la ministre. Donc voilà, si vous voulez bien vous inscrire, on va faire des ateliers, on trouvera des horaires qui vous conviennent pour que vous puissiez réfléchir ensemble, écrire des choses qu'on fera remonter. Et ces questions-là aussi, ces réflexions serviront aussi, je pense, à alimenter un travail qu'on mettra en place avec Muriel Ross et son magazine Femmes Majuscules. Muriel ? Bonsoir. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être aussi avec Thierry Delcourt. C'est vrai que cette rencontre avec Anne-Marie, on a déjeuné ensemble et puis finalement, c'est parti. On aurait pu rester des heures, même des jours, je pense. Et on s'est dit, mais finalement, on a le même objectif, on veut construire avec et pour les femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et donc, on s'est dit, déjà, on va commencer par venir à Laval, parler de ce qu'on fait, répondre aussi autant que faire se peut à vos questions. Il n'y a pas de sujet tabou pour nous. Je vais juste dire 2-3 petites choses sur Femmes Majuscules pour que vous ayez l'information. C'est un magazine qu'on a créé maintenant au mois de mars, ça fera 5 ans, qui sort tous les 2 mois, qui est vendu en kiosque et sur abonnement. Et alors, il a 2 particularités principales. La première, c'est qu'il s'adresse à des femmes qui assument leur maturité. Et donc, chez nous, on montre des femmes et on parle aux femmes qui ont plus de la quarantaine. Alors, le point, c'est que c'est toutes les femmes aussi, parce que on espère toutes arriver là. Moi, j'y suis très largement, je vous rassure tout de suite. Et puis, on a une autre particularité dans le domaine, après on parlera des sujets, mais notable, on va dire, dans le domaine des médias, parce qu'on essaie de faire en fait une marque média plus que de la presse féminine. Nous, on parle de presse pour les femmes. C'est qu'on est totalement indépendant. Donc, pour que vous sachiez tout, je ne suis pas ni fortunée ni quoi que ce soit, mais j'ai mis mes économies dans le système. C'est un sujet assez compliqué parce que ça n'existe pas hors des sentiers, des grands groupes, etc. Et moi, personnellement, je pense, et je crois que toute l'équipe qui travaille avec moi pense la même chose, c'est que c'est en étant différent qu'on peut faire des choses différentes. Sinon, on reproduit toujours les mêmes schémas.
Et nous, on a donc décidé d'y aller. Peut-être que le jour où j'ai décidé ça, c'était une longue histoire, parce que je n'étais pas du tout prédestinée à ça. Je ne viens pas du tout de l'univers de la presse. J'ai fait 25 ans de marketing dans la grande consommation. J'étais directrice du marketing avant. Et je me dis, c'est pas possible qu'on continue à parler aux femmes comme ça. Et c'est comme ça que l'idée, en fait, jamais. Je pense que si j'avais su tout ce que c'était, je suis pas sûre que je l'aurais fait. Mais ce qui est toujours bien dans les projets, c'est que on les fait en marchant. Et ça, c'est très important. Et il y a une chose qui, pour moi, est au-dessus de tout, c'est que je voudrais que cette marque média, ou en tous les cas ce magazine tel qu'il est aujourd'hui, ne soit pas le nôtre, mais soit le vôtre. Et c'est pour ça qu'on est, nous, on fait des démarches pour aller vers les femmes. On a envie qu'elles nous parlent, qu'elles nous disent quels sont leurs questionnements, parce qu'on en a, nous, enfin moi en tout cas personnellement, et je pense qu'on est un peu plusieurs dans ce cas-là, ras-le-bol de ce, même bien que notre addiction soit à Paris, de ce parisianisme, de ces systèmes qui vous disent comment vous devez penser, où vous devez penser, comment vous devez faire, comment vous devez être. Moi je pense que les femmes sont diverses, quand elles ont le droit d'être différentes, qu'on a tout le droit d'exister, on a tout le droit d'être sur papier glacé, ça n'est pas réservé que à certaines, et on se bat pour ça. Donc j'espère que on va pouvoir échanger sur le sujet. Sachez que c'est ouvert, et je suis ravie que Thierry Delcourt, déjà c'est un homme, il a accepté de venir parler avec nous, et ça je pense que c'est très important, parce que on s'est dit, quand on a discuté avec Anne-Marie de quoi on pourrait parler, et on est très vite arrivé à ce sujet de l'image des femmes dans les médias. Ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé avec Thierry. Et en fait, je crois qu'on ne se rend pas toujours compte de toute l'influence que ça peut avoir. Et c'est là où il faut qu'on prenne conscience et qu'on se saisit toutes, parce que personne ne le fera pour nous. Si on veut faire changer les choses, il faut aussi faire changer ces images, images au sens très large, hein, pas seulement en photo, au sens très large qu'on nous propose dans la presse, et dans la presse féminine en particulier. Voilà. Alors, donc la thématique, c'est l'image de la femme dans les médias. C'est effectivement, je pense, une question qui nous concerne toutes et tous d'ailleurs. Florence Dambrière, donc, anime Les Gonzesses, donc, ce rendez-vous quotidien avec une rediffusion le samedi, va animer cette rencontre. Le micro va circuler, surtout profitez-en pour vous exprimer, poser des questions. On a l'opportunité d'avoir un magazine, une représentante d'un magazine qui est différent, donc c'est peut-être l'occasion de savoir comment ça marche et comment on arrive à trouver sa place dans un monde où l'image de la femme est très stéréotypée, il faut bien le dire. Cette rencontre est enregistrée, elle sera rediffusée samedi après-midi pour toutes les femmes qui ne peuvent pas être là. Elle est aussi filmée pour qu'on puisse avoir cette rencontre à disposition du plus grand nombre, puisque la volonté, encore une fois, c'est de toucher toutes les femmes dans leur diversité. Voilà, merci en tous les cas. Merci effectivement à toutes et à tous d'être avec nous. Merci à Thierry Delcourt, effectivement, de ne pas avoir eu peur de venir au milieu de toutes ces femmes. Pour préparer cette émission sur le thème de l'image de la femme dans les médias, vous nous avez déjà envoyé quelques-unes de vos questions. Évidemment, je peux être votre porte-parole et les poser pour vous. Cela dit, puisqu'on a la chance de vous avoir, on aimerait vraiment que vous ne soyez pas timide. Et je sais qu'on peut compter sur vous pour ça, pour que vous nous posiez effectivement vos questions. Il y a Cécile qui est armée d'un micro et qui va donc pouvoir se balader pour venir auprès de vous et qu'on puisse échanger ensemble. Effectivement, la question est de savoir si l'image de la femme dans les médias vous convient, si elle vous ressemble, si vous voudriez changer des choses et des détails, si vous avez des questions sur la façon dont l'image de cette femme est fabriquée. Donc n'hésitez pas, je sais que c'est toujours compliqué de démarrer le bal. Si une ou l'autre veut lever la main là maintenant tout de suite pour lancer évidemment ces échanges, car il s'agit vraiment d'échanges ensemble, n'hésitez surtout pas à nous faire un petit signe, on saura le capter. Moi, la première question que j'avais envie de vous poser, Muriel Ross, d'ailleurs d'autres gonzesses du club ont voulu vous la poser aussi, c'est savoir si vous avez rencontré des obstacles pour créer une revue différente, vous le disiez il y a quelques instants, et accessible aux femmes de 40 ans ou plus et aux femmes actives. Vous riez quand je vous pose la question, mais je ne sais pas si vous avez ri tous les jours en créant le magazine Femmes majuscules. Non, je ris parce que la question, c'est un euphémisme. Des obstacles. Je ne veux pas dire qu'il n'y a eu que des obstacles, parce qu'heureusement, il y a des gens qui ont dit allez, vas-y, fonce. Mais on m'a regardé gentiment en se disant, alors que ce soit des banquiers, des éditeurs, etc., elle est mignonne, elle, avec son sujet. Donc, parce qu'on m'a dit, c'est pas possible.
Donc on m'a dit, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible, les femmes ne veulent pas voir ça. Donc je ne sais pas de quel point de vue, mais on m'a expliqué ça. Ce sont des hommes ou des femmes qui vous ont dit ça? Alors, je vais vous donner juste une information. 100% des médias français, ou 99,9, appartiennent et sont dirigés par des hommes. Donc oui, ce sont des hommes qui m'ont dit ça. D'accord, c'est un élément de réponse. Ensuite, quand j'ai dit, voilà, en fait, moi, je ne viens pas de la presse, donc je ne sais pas, ça n'est pas mon métier. Mais je vous explique mon projet. On m'a dit, ah non, mais déjà montrer des femmes de plus de 40 ans, ça va pas être possible, parce que en fait, ça va pas. C'est pas, je sais pas, elles n'ont pas le nez au milieu de la figure, je sais pas, elles sont pas belles. Enfin, il y a un truc qui va pas. Et puis, quand j'ai dit que je voulais que ça s'appelle Femme majuscule, parce qu'en fait, je cherchais des conseils. Alors là, on m'a dit, alors là, c'est pas du tout possible. D'abord, ça veut rien dire du tout. En plus, on peut pas appeler un magazine comme ça. Enfin, et alors, moi, j'étais très étonnée et je leur ai dit juste un truc. Je peux tout entendre sur le contenu, sur la façon de faire un magazine. Je ne sais pas, c'est pas mon métier, donc ça, je peux entendre. Mais j'ai une conviction profonde, c'est que ça doit s'appeler Femme majuscule. Et en fait, je me suis rendu compte que ça dérangeait beaucoup ces messieurs que ça s'appelle Femme majuscule. Quand j'ai écrit le premier édito, je me suis dit, tiens, je vais chercher ce que ça veut dire majuscule, parce qu'en fait, on avait fait un travail de créativité pour trouver ce nom-là. Et ce que moi, je voulais, c'était que ce soit un terme qui puisse décrire les femmes et qu'elles puissent s'approprier, qu'elles puissent dire, je suis une femme majuscule ou je me sens comme une femme majuscule. Et j'ai compris pourquoi il y a des choses qui parlent, je pense, et ça Thierry pourra sûrement en parler mieux que moi, à notre inconscient collectif, c'est qu'en allant chercher le sens de ce mot majuscule, je me suis dit, ah oui, c'était quand même exactement ce qu'on voulait dire. Ça vient du latin, c'est magnusculus, ça veut dire un peu plus grande. Et oui, je pense qu'à un moment donné, la maturité nous apporte l'idée qu'on est un peu plus grande. Et moi, je dis souvent virgule, et donc on me parle autrement, s'il vous plaît. Du coup, j'ai compris pourquoi ça dérangeait quand je disais ça. Donc, et alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que quasiment 5 ans plus tard, les mêmes, que je ne citerai pas, quand maintenant on a des femmes qui disent « moi, je me sens une femme majuscule », etc., et pourtant on est encore un tout petit acteur du marché, ils nous disent on est pas mal cette marque-là quand même, finalement. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné aussi, quand on a une conviction profonde, il faut y aller, et que quand vous pensez différent, le premier truc qui se passe, c'est qu'on vous dit c'est pas ça qu'il faut faire. Et alors ça, c'est aussi un tropisme très français, parce que cet été, je suis allée aux États-Unis. Je suis allée rencontrer des femmes qui font un peu l'équivalent du même magazine que moi aux États-Unis, qui s'appelle More. Et ces femmes m'ont dit... mais c'est incroyable, vous êtes notre sœur de l'autre côté de l'Atlantique, c'est formidable, avec l'esprit américain. Comment on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et 3 mois plus tard, on avait une interview de Michelle Obama et de Meryl Streep dans le magazine. Donc, avec une couverture, etc., des autorisations demandées à la Maison-Blanche qui nous ont été données. On se dit, ah oui, il y a quand même un traitement un peu différent. Donc, des obstacles, il y en a eu, mais heureusement qu'on ne s'arrête pas aux obstacles. Ne soyez pas timide, je le rappelle. Cécile est juste là avec son petit micro. Une question à vous, Thierry Delcourt, donc psychiatre et psychanalyste. Le fait que la presse soit détenue par des hommes, est-ce qu'on doit y trouver un sens ou pas, à votre avis? Est-ce qu'ils veulent pouvoir garder la maîtrise de notre image? Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être psychiatre pour vous répondre. Chacun de nous, on peut répondre ici, effectivement, qu'il y a une emprise, il y a une mainmise sur tous les organes de pouvoir, hein, que ce soit politique, que ce soit de la presse, enfin tout ce qui représente un pouvoir et qui permet à un moment donné d'avoir un impact sur la population et de diriger la vie de chacun à partir de là. Hein, c'est vraiment quelque chose de tout à fait logique. Donc en fait, Muriel Ross est en train d'essayer de nous libérer, de nous permettre de tenir la barre de notre bateau. Et c'est ça qui est fabuleux. Moi, voilà, je viens là en tant que... Je viens bien sûr en tant que psychiatre, psychanalyste, mais je viens en tant qu'aficionado de femmes majuscules, dans quoi j'ai trouvé vraiment quelque chose de très important et qui rentrait tout à fait en phase avec les questionnements, avec les souffrances des femmes qui venaient me rencontrer en consultation pour X raisons, hein, que ce soit autour du travail, de l'affectif, d'autres choses, et qui voulaient sortir de certains tabous, voulaient exprimer quelque chose qui n'était pas exprimable, et qu'à un moment donné, une revue, un magazine, vient faire ce passage, ce passeur finalement de quelque chose qui n'arrive pas à se dire, et en levant des tabous, un certain nombre que vous avez levés et qui, je trouve, sont fabuleux. Alors, on a une question, je crois. Bonsoir. En fait, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que dans les médias... Plus près du micro, dans les médias ou dans les marques,
il est d'usage de penser que l'âge aspirationnel est de 28 ans. Et je me posais la question d'où ça vient, pourquoi. L'âge aspirationnel. L'âge aspirationnel, c'est comme ça qu'il parle. Hein. Ouais. Oui. Vous avez déjà entendu parler de ça, Muriel Ross? Alors, de l'aspirationnel, oui, parce que c'est normalement ce qui nous amène à bouger de notre état. Et puis, l'âge aspirationnel, ça va être l'âge dans lequel on aspire tous à être. Alors ça, je ne sais pas, moi non plus, d'où ça vient. Ce que je sais, c'est qu'on a du mal à faire entendre des choses différentes. Moi, on m'a expliqué que... mais en fait, ce que veulent les femmes, c'est être jeune, faire jeune, etc. Alors moi, quand je parle avec les femmes, c'est pas ce que j'entends, mais et en plus, on se met toujours derrière un truc c'est ce que disent les études. Alors moi, j'ai fait des études pendant 20 ans. Je peux vous dire que les études, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Donc ça après, et on entend aussi de l'étude dont on vous donne les résultats que ce qu'on a envie d'entendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce point-là, c'est plus un point de la société qui pour moi, fait un mélange entre deux choses, entre ce qu'on appelle la jeunesse et le fait d'être vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeunisme, en fait, c'est-à-dire qu'on a eu un culte de la jeunesse et c'est devenu un jeunisme, c'est-à-dire que point de salut sans la jeunesse, avec des effets, et ça je pense que Thierry pourra en parler mieux que moi, des effets qui sont totalement pervers, c'est que comme tout le monde veut être jeune, tout le monde est au même endroit, et qu'il se pose une question assez grave aujourd'hui, c'est que c'est comme si on niait la présence et l'existence des générations. Alors les générations, elles ont un rôle chacune entre elles par rapport aux autres. Et puis, on est tout le temps en train de nous proposer ces images jeunes, en fait. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'on attribue à la jeunesse? On lui attribue quoi? On lui attribue le fait d'avoir des projets, le fait d'avoir des envies, le fait d'avancer. Mais ça, moi, j'ai un peu l'impression que c'est plutôt ce qu'on attribue au fait d'être vivant. Quand quelqu'un est vivant, il a envie de participer, d'avancer, d'avoir des projets. Donc, je pense qu'on mélange la notion d'être vivant et la notion d'être jeune. Moi, je connais des jeunes au sens de la carte d'identité, qui sont déjà très très vieux dans leur tête, et puis je connais des gens qui sont beaucoup plus vieux et qui sont des jeunes dans leur tête. Donc on mélange, pour moi, on mélange un peu tout, et je pense qu'au départ, et ça nous on avait fait une étude là-dessus, une enquête, le jeunisme en fait a été quelque chose qui a été en fait poussé notamment par les marques, vous parliez des marques, et poussé aussi par toute la société de consommation pour vendre des produits. C'est-à-dire que comme de toute façon, la seule façon qu'on a trouvé de vivre, c'était quand même de vieillir. Du coup, si on vous propose ce Graal de rester jeune, on va vous vendre des trucs qui vont vous aider à être et à rester jeune. Donc, en fait, il faut se poser des questions, c'est qu'est-ce que ça rapporte? Il y avait justement une question d'une des gonzesses qui nous avait été délivrée avant cette rencontre, qui parlait de ça, qui nous demandait ce qu'il fallait penser de la double image transmise dans les médias, celle des articles et celle de la publicité. Et qu'est-ce qu'il fallait faire de ce hiatus entre les deux? Alors là, c'est très compliqué parce que là, on touche au point économique, en fait. C'est pas le nerf de la guerre? Et c'est un peu le nerf de la guerre. Alors après, on peut se poser, nous, on se pose des questions maintenant de façon aussi un peu différente. On est en train d'y réfléchir. C'est qu'il faut être clair qu'il y a un certain nombre de médias, quels qu'ils soient, qui sont surtout, en fait, plus destinés aux annonceurs qu'aux gens qui vont consommer, entre guillemets, ces médias. L'exemple, c'est par exemple les gratuits, c'est-à-dire que c'est gratuit pour vous, mais que je sache, l'information n'est pas gratuite, donc c'est que quelqu'un la paye, et il faut vous poser la question de qui la paye pour qu'elle soit gratuite pour vous, et qu'est-ce que ça veut dire sur l'information qu'on vous délivre. Donc derrière, il y a aussi des tas d'économies. Qu'est-ce qu'on essaie de vous dire? Comment on essaie de vous amener à certaines réflexions? Et puis après, sur la publicité, en tant que magazine, on n'a pas notre mot à dire sur la publicité. Par contre, parce que je sais que c'était une partie des questions, en tant qu'éditeur, on a le droit de dire je refuse cette publicité pour des raisons qui sont de non-cohérence avec ce qu'on est. Alors après, la question, c'est quand vous voyez aujourd'hui que les prix des magazines ne sont pas du tout le reflet du travail qui est à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'une grosse partie, pendant très longtemps, c'est moins le cas aujourd'hui, c'est un peu moins le cas aujourd'hui parce que le marché de la publicité, notamment pour la presse magazine, va moins bien parce qu'il y a Internet, etc. Mais en tous les cas, pendant très longtemps, les magazines, et c'est pour ça qu'ils se sont beaucoup battus, ont gagné beaucoup d'argent en vendant de la part de cerveau des lectrices. Donc grosso modo, des fois je dis, certains magazines, je ne dirais pas lesquels, on devrait vous les donner gratuitement, parce qu'ils sont déjà largement payés par les annonceurs. Donc là aussi, il y a la question de savoir ce qui se passe. Alors quand
Nous, par exemple, on a peu de publicité parce que c'est un sujet qui n'intéresse pas, que tout le monde nous dit qu'on est trop petit. Enfin bon, je vous passe tous les détails, mais peu importe. Et les femmes disent chez nous, ce qui est bien chez vous, c'est qu'il y a moins de pubs. Alors ça pose la question du prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, nous, chaque fois que vous achetez un magazine, moi, je perds de l'argent très concrètement. Donc voilà ce qui se passe dans le modèle économique. Et donc là aussi, c'est une position de société de se dire qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une information? Parce que moi, il y a des gens qui travaillent pour moi ici. J'ai la prétention de dire que les gens qui travaillent pour moi, ils sont tous payés. Parce qu'il y a aussi des systèmes dans lesquels on ne paye pas les gens. C'est une autre façon de faire. Là, pour le coup, ça ne coûte pas très cher à produire. Donc il y a des enjeux qui sont des enjeux qui dépassent simplement ce point-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas la main mise sur la publicité. On en a malheureusement ou heureusement, parce qu'en même temps, il y a des gens qui travaillent très bien, besoin, parce qu'en même temps, on est tous et toutes des consommatrices et des consommateurs, donc on a envie de savoir des choses. Mais il y a un lien de temps en temps qui s'établit, qui n'est pas toujours très clair, entre la partie publicitaire et la partie rédactionnelle. Je ne vous apprends rien, hein, vous les feuilletez, vous les lisez, vous voyez bien ce qui se passe. Donc il y a un moment donné, de temps en temps, des cohabitations qui ne vont pas. À l'inverse, nous, quand on fait des choix éditoriaux, qu'on décide de parler d'une marque ou d'une autre, c'est parce qu'on trouve que ce que font les gens, c'est bien. Il y a des gens qui travaillent bien. Voilà. Mais on a, nous, aujourd'hui, cette liberté. Alors on a cette liberté-là, notamment parce qu'on a peu d'annonceurs. La question se pose le jour où... si on bientôt, où oui, mais ça pose un certain nombre de questions. C'est-à-dire, c'est de se dire qu'on a suffisamment de femmes qui sont derrière nous et qui nous suivent pour pouvoir garder cette liberté de ton. Ça, pour moi, en tous les cas, à titre personnel, et je crois que pour mon équipe, c'est extrêmement important qu'on puisse garder ça. Sinon, pour moi, ça n'a aucun intérêt de le faire. Parce que déjà, je n'ai aucun intérêt. Mais mon intérêt personnel dans le sujet, c'est de me dire, si je peux amener avec mon équipe un petit grain de sable pour qu'on fasse bouger les choses, alors on aura réussi quelque chose. Mais ça ne se fera pas sans vous. Enfin, je veux dire, on le fait pas, on le fait pour nous parce que ça nous dérange, mais on le fait aussi pour vous et on espère que vous allez grossir les rangs en fait, du système pour que les choses bougent. Parce que le jour où on est très nombreux, je vous donne juste un chiffre. En France, vous avez aujourd'hui une femme majeure sur deux, pour ceux qui font de la politique, une électrice sur deux, qui a 50 ans et plus en France. On est 15 millions de femmes à avoir plus de 45 ans. Si on dit qu'on en a ras-le-bol, ça va s'entendre. Mais il faut dans ce cas-là serrer les coudes et dire on y va. Voilà. Donc il ne faut pas attendre, ça ne viendra pas ni du haut, ni tout cuit, parce que c'est emmerdant ce qu'on est en train de dire. Donc il va falloir l'obtenir. Et en général, pour obtenir quelque chose, il faut un peu se battre. Il faut se rassembler, et il faut dire non, maintenant on en a assez. Et surtout, au-delà de dire on en a assez, il faut proposer d'autres voies. Parce que dire il y en a marre, ça on est tous capables de le dire. Hein, c'est ce que dit très bien Alexandre Jardin quand il dit stop aux diseux, laissons faire les faiseux. Faisons, alors après on peut se tromper en faisant, mais au moins on enclenche des choses. Et c'est en faisant qu'on trouve des solutions. Donc vous n'êtes pas que du poil à gratter, vous êtes aussi une force d'action. Qui trouve son écho. Oui, parce qu'il faut agir à un moment donné. Alors moi, je dis pas, moi j'essaie de faire du mieux que je peux. Je dis pas que j'ai raison. Je dis, au moins, j'ai une satisfaction profonde d'avoir essayé. Après, voilà, je peux rien faire toute seule. Et mon équipe le sait très bien. Et les femmes qui nous lisent, moi, quand il y a des jours où je me dis non, je vais pas y arriver, je reçois un courrier d'une femme qui me dit ouais, c'est super ce que vous faites, ça, machin et tout. Je me dis bon, j'ai pas le droit d'arrêter là. Comment je peux pas? Il faut que j'y aille. Donc voilà, on se nourrit de ça. On se nourrit des rencontres avec les femmes. Il y a des femmes qui sont venues nous voir là ici à la rédaction. Elles ont vu comment on travaillait. C'est la porte est ouverte. On essaie de faire du mieux qu'on peut et on espère que ça aide les femmes. Mesdames, vous applaudissez, on voudrait aussi vous entendre. Vraiment, on est vraiment là pour ça, pour pouvoir aussi entendre vos questions, ou vos témoignages, ou vos avis, ou vos coups de gueule. Vous avez le droit aussi, donc vraiment n'hésitez pas à sauter sur Cécile et sur son micro. Sinon, c'est moi qui vais venir vous chercher. Non, mais ce serait dommage. Vous avez laissé plein de questions, ce serait dommage que vous les exprimiez pas par vous-même. Ah, voilà, un doigt qui se lève. Mademoiselle Marie, éleveuse de Black Angus. Bonjour. En fait, moi, j'ai une question. On parlait tout à l'heure de la différence du côté un petit peu atypique, quels que soient les projets, finalement. Est-ce que vous pensez pas que, finalement, la différence, c'est ce qui fait la force ? Au contraire, on parlait de l'âge tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui fait la force, finalement ? Est-ce que le côté, quand les gens disent non, finalement, faites pas ça, n'allez pas dans cette direction, vous vous trompez, etc. Finalement, c'est pas ce qui fait la force aujourd'hui des femmes, même de toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise ou qui se mettent à leur compte, par exemple.
Alors, moi, je vais vous dire, plus on me dit, c'est pas ça qu'il faut faire, plus je me dis, je pense que j'ai raison. Donc, oui, moi, je pense que, d'ailleurs, pour avoir fait du marketing pendant très longtemps, ce qu'on appelle le positionner, alors le positionnement, ça sert pour plein de choses. Hein, chacun d'entre nous, on est à un endroit. En fait, ça se fait sur les aspérités. C'est-à-dire que si c'est pour faire comme tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Et donc, effectivement, il faut se mettre sur la différence. Mais on en parlait cet après-midi. Cet après-midi, on en parlait avec Thierry Delcourt dans le train. Nous donner le secret du bien vivre et du bien-être en s'acceptant soi-même avec ces différences et en les valorisant. Oui, c'est-à-dire que si on accepte l'image dans laquelle on est cloné, dans laquelle on est figé, forcément, on ne va pas vivre, ou on va donner un paraître de vivre, mais on va être une poupée, un objet, voilà, un acteur, mais un acteur passif, c'est-à-dire un acteur conforme. Or, et ça dans tous les niveaux, et je crois que ce soit dans l'entreprise ou même quand on est salarié quelque part, à un moment donné, quand on veut faire entendre autre chose, quand on s'habille différemment, quand on parle différemment, quand on impose une autre image, on existe. Alors, bien sûr, avec quelques retours de bâton, mais en même temps, voilà, on vit comme ça. Et cette dimension de vie, si elle est multipliée, elle va avoir son poids. C'est ça l'agir ensemble. C'est pas forcément se mettre tous dans la rue. C'est qu'à un moment donné, un certain nombre ont des positions comme ça qui vont obliger finalement à regarder autrement. Quand on parle de l'image de la femme dans les médias, on pense forcément aux mannequins. Chez vous, elles sont obligées d'avoir 40 ans. Certaines femmes ici auraient voulu faire le casting pour les photos et disent « je peux pas, je suis trop jeune ». C'est rare d'entendre ça. Quand on parle des mannequins à l'heure actuelle, on parle plutôt souvent de maigreur ou même d'anorexie. Est-ce que vraiment l'image de la femme dans les médias, à votre avis, Thierry Delcourt, pousse éventuellement des jeunes filles à l'anorexie ? Alors déjà l'image. Je pense que l'image c'est aussi un discours. Hein, c'est ce qu'on dit, avec même les contradictions dans ce qui est dit. Voilà, le fameux "sois belle et tais-toi". Voilà, ça existe encore, hein ? Mais ça existe encore, ça, bien sûr. Hein, c'est même, je crois, implicite dans un certain nombre de mises en scène photographiques, publicitaires, etc. Et donc, ça incite à un moment donné, effectivement, à se soumettre. Dès l'instant où on se soumet à une image, qu'elle soit celle d'un discours, voilà, une ménagère, c'est comme ça, ceci, cela, ou que ce soit celle d'une image photographique, à un moment donné, on n'existe plus. Ou alors, on va essayer de coller à ça. Et si on colle à ça, eh ben on va engager des régimes, par exemple. Et on sait bien que quand on commence à engager des régimes, ça n'est pas bien sûr la photographie en elle-même, ce n'est pas l'image qui va provoquer l'anorexie, mais c'est à un moment donné cette image-là qui va amener à un certain nombre de femmes dans cette impasse-là, et notamment des adolescentes. Parce que quand on parle de cette question de l'image, bien sûr, des femmes de 40 ans ou 50 ans, on parle d'abord d'une prévention chez les filles. Et la première action, c'est la prévention chez les filles, c'est-à-dire la responsabilité de chaque mère, mais de chaque père aussi, c'est à un moment donné de ne pas les faire coller à une image, ou de ne pas en faire des lolitas ou des femmes objets, etc., ou de les cloner en princesses, etc. Est-ce que c'est facilement audible auprès de la jeune génération de leur dire tout ce que tu vois dans la presse, dans les magazines, placardé dans les publicités, c'est pas le bon modèle. Le bon modèle, c'est moi, ta mère, moi, ton père qui va te le donner. Est-ce que c'est facile de lutter, justement, ce que fait Muriel Ross aussi avec son magazine, contre ces modèles-là et ces images-là ? Je crois que tout à l'heure, on en parlait, on disait que dans les années 80-90, il y a eu un mouvement fort, et ce mouvement féministe au sens large a fait que les mères avaient cette conscience-là et sensibilisaient. Je pense qu'on est dans une société en ce moment très consommation, très consumériste, et qui impose des modèles qui finalement court-circuitent la pensée et empêchent à un moment donné ce raisonnement qui pourrait dire attention,
je ne vais pas l'égarer dans tout ça. En plus, il y a une telle sollicitation, que ce soit dans les jouets, que ce soit dans les vidéos, dans les jeux vidéo, etc., que finalement, on y vient très rapidement. Et s'il n'y a pas une vigilance permanente, mais je crois que ça se pose aussi pour l'alimentation, ça se pose pour un certain nombre de... Voilà, si on n'a pas une vigilance permanente par rapport à ça, on tombe dans les pièges. Et quand on y est tombé, chacun d'entre nous, d'ailleurs, on peut y tomber. Donc il Même faut se quand on remettre à croit être penser vigilant. par soi-même. Ah, je crois, oui. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose là-dessus, c'est que je pense en plus qu'il y a quelque chose de très pervers auquel on est toutes, je pense, et tous sensibles, c'est que, et je reviens à cette notion du jeunisme, comme c'est devenu l'espèce de valeur, enfin une des valeurs dominantes, l'insulte la pire, c'est d'être traité de vieux. Du coup, quand vous n'allez pas dans le sens, effectivement... Vieille, c'est pas encore pire Vieille, que c'est vieux. pire que vieux, hein. Il me semble. C'est double peine. Vieux, c'est déjà pas bien, mais alors vieille, franchement, vous poussez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, du coup, on porte tous une espèce de crainte par rapport à ça. Du coup, quand on se positionne, y compris sur des sujets d'éducation comme ça, où on veut dire... et qu'on commence à nous dire « Ah non, mais tu dis ça, t'es complètement réac, t'es vieux jeu, t'es machin. » Puis on sent que le vieil, ça va arriver, là, le coup d'après. Ça va tomber, Ça attention. va tomber. On se dit, on veut être la mère sympa, on va donc faire... Je vais vous dire un truc, moi, qui m'a beaucoup choquée il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un an, il y a eu une étude faite par un organisme, l'IFTH, sur les comportements entre les mères et les filles sur les vêtements. Donc les filles ont toujours piqué dans le vestiaire des mères un certain nombre de choses, donc très bien. En plus, on sait que c'est... Puis en plus, en général, la mère, elle a des trucs un peu mieux que la fille, donc on se dit, tiens, je vais lui piquer ça, puis si elle ne s'en rend pas compte, je vais le garder, etc. Et donc là, il y avait tout un papier sur ce sujet, puis ensuite, il y avait, c'était dans un journal, le témoignage de 5 femmes qui avaient entre 45 et 60 ans, et on leur demandait, vous, comment vous faites avec votre fille ? Et là, moi, j'étais sidérée. Pour moi, c'est dans ce qu'on appelle les signaux faibles, mais c'est passé comme un truc qui était normal. C'est que donc toutes les mères disaient, bah oui, bien sûr, moi j'échange des fringues avec ma fille, etc. On se les prête. Bon, alors il y en avait qui disaient, bah on n'a pas la même taille, donc c'est compliqué, etc. Et alors il y avait l'apothéose dans une des mères qui disait, ah oui, oui, nous on se prête plein de choses et tout, y compris on s'échange de la lingerie. Et là, la femme était en photo, il y avait son texte en dessous. Donc je me suis dit, dire ça à visage découvert, etc., c'est qu'on trouve que c'est bien. Donc ça veut dire que là aussi, tout le système médiatique, le système consumériste a percolé et puis donc du coup c'est ça la bonne façon de se comporter. Donc je pense que aussi c'est de temps en temps d'oser dire des choses qui ne seront pas politiquement correctes. Oui, on a le droit de trouver ça pas bien. Bon, voilà, moi je le dis, je trouve pas ça bien, mais ça n'engage que moi. Mais en même temps, de temps en temps, quand on dit des choses, il y a des gens qui vous disent, ben moi je suis d'accord avec vous, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trop osé le dire. Bon, ben voilà, ça commence comme ça. Il faut libérer la parole sur des choses. Heureusement, on a quand même le droit de penser par soi-même, même si ce n'est pas ce que pense la pensée dominante. Osons, on est là pour ça ce soir. On a une question pour vous. C'est une remarque. À côté de l'image en fait, qu'on transmet au sein des magazines, il y a aussi les compétences des femmes. Et quand on voit aujourd'hui dans les médias, dans les émissions, il y a des enquêtes qui ont montré qu'il y avait... je prends par exemple, je n'ai rien contre C'est dans l'air, mais C'est dans l'air, c'est 90% d'hommes qui interviennent sur tous les sujets d'actualité. C'est un petit peu dommage parce que justement, on ne peut pas s'imaginer et se donner des envies. Comme vous disiez tout à l'heure, pour rester jeune, il faut aussi avoir des projets. Il y a notamment le guide des expertes qui a beaucoup travaillé pour faire un catalogue des compétences des femmes dans tous les domaines. Et on voit qu'on en est toujours au même point depuis 3 ans. Il n'y a pas eu de pourcentage qui a bougé dans les interventions des femmes en fonction de leurs compétences. Donc, comment on peut faire ? C'est une question, c'était pas... Comment on peut faire pour que les femmes soient plus présentes dans les médias ? Pas simplement l'image, mais aussi les compétences. Aussi en tant qu'experte. Voilà. Alors, il y a aussi un truc qu'il faut savoir, qui a été d'ailleurs dit dans le rapport sur l'image des femmes dans les médias, qui a été publié en 2008, où il y a, en plus de ce que vous dites, un autre point, c'est que... Alors, ils disent, mais si, quand même, des femmes, il y en a. Alors, c'est bien, parce que c'était d'ailleurs que des patrons. Toujours dans les mêmes sujets. Alors, pas seulement toujours dans les mêmes sujets, mais toujours dans les mêmes expériences. C'est-à-dire que les hommes sont des experts, les femmes sont là pour transmettre l'émotionnel, le témoin. Oh là là, vous ne savez pas savoir comment ça m'a choqué, ce truc-là. Et l'expert qui explique, vous voyez, cette femme a subi un traumatisme. Bon, voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des choses, parce qu'on veut dire, il y a des femmes, mais ça dépend de ce qu'on leur fait faire. Après, là aussi, c'est une question de qui tient la barre et qui demande quoi. Nous, par exemple, très souvent sur nos débats, etc., on dit...
il y a au moins une femme. Alors, je vous dis ça, puis dans le prochain, il n'y en aura pas, parce qu'on n'a pas trouvé, en fait, c'était sur un sujet technique, et on a eu du mal à en trouver une. Donc voilà, on s'est dit, pour une fois, il n'y aura pas de femme, et c'était un peu la mort dans l'âme. Mais c'est aussi, moi, quand je travaille avec les journalistes, je leur dis, non, mais elle me propose, je dis, mais sur tel sujet, je veux que ce soit des femmes. Je vais prendre un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet de la ménopause. J'ai dit, d'accord, mais ce sont des femmes gynécologues qui vont parler du sujet, et plutôt des femmes qui elles-mêmes sont des femmes majuscules, plutôt qu'un jeune et fringant médecin de 30 ans. Voilà. Bon. Donc quand on a le pouvoir de décision, on a aussi le pouvoir d'obliger à ces choix-là. Mais ça, c'est compliqué, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y a peu d'endroits où, quand on dit le pouvoir de décision, qu'on s'entende bien. C'est pas parce que vous êtes directrice du truc, parce qu'on m'a dit, tu peux pas dire ça, les rédactrices en chef sont des femmes. D'accord, on voit quand même très très bien que quand elles font pas ce qu'on leur demande, c'est pas dit comme ça, il y a du changement. Si c'est vous qui avez les sous, alors c'est différent. Donc en fait, le pouvoir, il se traduit par qui c'est qui tient les cordons du porte-monnaie. Donc ça, il faut être bien conscient de ça. C'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les expertes, c'est des fois compliqué parce que, et puis l'habitude, après, il y a ce qu'on appelle dans les médias les bons clients. Oui, mais lui, il parle vachement bien du sujet. Donc voilà. Et puis c'est le copain de machin qui lui-même connaît le copain d'eux. Et puis voilà. Et ça tourne et donc il n'y a jamais de nouvelles idées non plus. Donc il y a un truc, effectivement, sur les expertises et les compétences des femmes qui est compliqué aussi à faire émerger. Donc, mais là aussi, il y a un moment donné, il faut se battre pour ça, il faut aller chercher. Alors, nous, des fois, on nous dit, vous n'avez que des femmes. Non, il y a aussi des hommes qui interviennent chez nous. Mais c'est vrai, ce sont des choix. C'est comme quand on me dit, le photographe, il veut photographier que des jeunes mannequins. On lui dit, d'accord, il ne photographiera pas pour chez nous. C'est tout. Vous êtes le donneur d'ordre. Donc, c'est une responsabilité. Et c'est pas vrai que les choses se font. Moi j'ai entendu un grand magazine dire mais non, mais chez nous, vous comprenez, c'est le photographe, parce que les photographes, ils veulent faire des filles qui sont jeunes. On lui dit mais attendez, qui c'est qui paye, qui c'est qui donne l'ordre? Donc dites pas ça. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc il n'y a pas de hasard au constat qui est fait. Non, ce sont des enchaînements de tas de choses. Et puis il faut aussi, alors si je vais encore dire une chose, alors par contre, il faut aussi que les femmes acceptent, quand on leur demande, de venir parler. Moi, je discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un, il me disait oui, mais c'est toujours oui, mais là, je ne suis pas allée chez le coiffeur, là, donc je ne peux pas passer à la télé. J'ai pas fait ci, je ne peux pas. Moi, on m'a demandé de venir un jour sur un plateau, et d'ailleurs, c'était très rigolo, parce que c'était sur un sujet qui touchait l'image des femmes, notamment par rapport à des lois sur l'alimentation, etc. Et je me suis retrouvée sur le plateau, encadrée de 2 messieurs, qui était clairement... Intérieurement, je riais, parce que c'était assez drôle comme truc. Donc, je me suis retrouvée là. Et puis, c'était sur un sujet qui concernait quand même les femmes. Et donc, c'était les 2 sachants. Eux, ils savaient, c'était des universitaires. Donc, ils ont expliqué et démontré. Puis, à un moment donné, j'ai dit, moi, je le vis comme une femme aussi. Et je pense que c'est plus compliqué que ça. Donc, ils vont regarder. Mais de quel point de vue elle parle, elle? Je dis, moi, juste une femme. Donc, je dis pas que j'ai raison, je dis juste que peut-être je peux ressentir des choses différemment. Mais vous avez, en plus, quand vous êtes là, tout d'un coup, vous sentez, je me suis assise sur le plateau, et j'ai regardé, je me suis dit, oui, ok, maintenant je comprends ce que ça veut dire les sachants hommes, les experts hommes. Et donc je me suis dit, ça va être intéressant. Mais en plus, on le ressent, donc du coup, il faut aller au carton, c'est-à-dire que ils vous regardent un peu dire, elle est mignonne, elle, ça ne veut rien, vous dites quand même ce que vous avez à dire. Oui, vous avez ressenti qu'ils ne vous regardaient pas comme sachant ce qu'une femme éventuellement peut ressentir. C'était assez étrange comme impression, parce que je le voyais de l'extérieur presque en disant, mais ça y est, je suis encadrée de 2 messieurs qui, en plus, ils étaient tous bardés de diplômes dans tous les sens, et je me suis dit, alors moi, je vais venir avec mon truc et expliquer mon truc. Là, ils me regardaient en me disant, c'est qui, elle? Du surnaturel. Une autre question. Oui, alors c'est vrai que c'est aux femmes de venir et de prendre la parole. C'est pas évident. Et après, on est obligé. Certains hommes, parce que quand même très condescendants, ont décidé la parité. Moi, je suis entièrement contre la parité, qui est une véritable... On nous traite vraiment comme des sous-espèces. Et d'ailleurs, cette parité, on l'a imposée en politique. Et c'est lamentable, parce que on voit bien dans les députations, quoi que ce soit, le premier, c'est l'homme. La suppléante, c'est la femme. Donc, on retourne au même niveau, ce qui fait qu'on a très peu, par exemple, de députés en France, alors qu'il y a la parité. Donc, on devrait avoir autant de femmes députées que d'hommes députés. Donc, prendre la parole, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas l'habitude, même dans nos études, on est toujours en arrière. Moi, je me suis toujours battue. À l'époque, quand j'ai fait ma médecine, on n'était que 20%. Moi, je me suis vue dans les années 80
70 même, remonter l'amphi en tapant sur les fesses des hommes pour leur montrer ce que ça représentait, que le harcèlement. Ils ont été horriblement choqués à l'époque. Ils n'ont pas apprécié. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et après, ils avaient une peur de notre petit groupe. Et on leur a dit, on vous a touché les fesses, pas autre chose. On a été quand même assez soft. Donc ça, c'est pas évident à faire. Mais je crois qu'il faudrait que les femmes se prennent en main aussi. C'est pas tout de demander, il faut y aller. Il faut faire comme Muriel Ross, donc on est d'accord. Merci d'avoir pris la peine de prendre la parole. Donc, mesdames, si vous voulez continuer sur cet exemple, surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher de Cécile et de son micro magique. Il y avait une autre question qui avait été posée sur la marchandisation du corps des femmes à la une de nombreux journaux. Et la question était, est-ce que cette marchandisation n'était pas à l'origine de l'agression ou du harcèlement de plus en plus fréquent ? Vous parliez de la femme objet. Est-ce que ça peut amener à devenir une cible ? Je ne sais pas, Muriel. Non, bon. Probablement si. Hein, voilà. C'est des questions qui, pour moi, c'est tellement une évidence. C'est-à-dire que dès l'instant où on est objet, on va être traité comme un objet. Dès l'instant où on est figé en tant qu'objet, on va être traité comme ça. Mais je reviens un tout petit peu en arrière avec l'exemple de Muriel sur la mise en scène de ce plateau, c'est-à-dire que voilà, on va prendre une témoin entre deux pontes. Mais c'est délibéré. Je crois qu'il y a quelque chose de délibéré qui fait qu'à un moment donné, Muriel a de la solidité, mais elle est quand même dans une position victime. Hein, où elle pourrait l'être. Quelqu'un qui n'aurait pas la solidité ressort de là au tapis. Hein, et de la même façon, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, si s'imposer, ça suppose ce chemin personnel qui va, à un moment donné, faire qu'on va s'imposer, mais si on n'a pas la voie possible, on ne va pas pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'un présentateur de télévision, s'il a décidé de ne pas vous inviter, ou de vous inviter en tant que strapontin, vous serez strapontin, vous serez sur un strapontin. Donc c'est ça qui est biaisé. C'est-à-dire qu'il y a ce double mouvement et qui oblige à un moment donné à se faire entendre. Après, sur la marginalisation, je crois qu'il y a cette dimension qui ramène toujours la femme dans cette position d'objet. Et je trouve que c'est un drame. Et à partir de là, on va rentrer jusqu'à ce qui s'est passé à Cologne, par exemple, où on va à un moment donné dire comment rhabillez-vous, poupée, et comme ça, vous ne serez pas embêtés. Je crois qu'il y a une dimension comme ça. Alors la solution, c'est de se rhabiller, de déshabiller les hommes, d'expliquer quelle est la solution pour sortir de ça ? J'ai vu une très belle image devant les Trois Grâces il y a une photo qui est passée là tout récemment avec l'avenue de Riani et des femmes qui se mettaient toutes les trois nues en position des Trois Grâces. Je crois qu'il y a une provocation à un moment donné qui impose de regarder les choses autrement. Alors déshabiller ou faire ce que ma consoeur a fait, je trouve que c'est fabuleux parce qu'à un moment donné, on va déranger un ordre établi. Et en même temps, en sachant qu'on aura un retour de manivelle très important. Mais je vais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que maintenant, en médecine, c'est l'inverse. C'est-à-dire, il y a 80% ou 70% de femmes, d'étudiantes, et 30%. On arrive même maintenant, pour des concours, à faire une parité inversée, c'est-à-dire à obliger finalement à réduire une espèce de discrimination positive du côté des hommes pour qu'il y ait suffisamment d'hommes, parce que c'est les femmes qui prennent, les étudiantes qui prennent la place, et ce qui est une bonne nouvelle. Mais sauf qu'à l'arrivée, au bout du compte, que ce soit dans les artistes, je vois par exemple par rapport aux compositrices de musique contemporaine, dans les classes, il y a 80%. À l'arrivée, il y a une femme sur 10 qui perce en tant que compositrice. Voilà, donc il y a un tel blocus là que c'est vraiment difficile, même quand on a une énergie. C'est pour ça que cet agir ensemble, qui est vraiment tous ces mouvements qui à un moment donné obligent et pointent des choses avec un lobbying, avec même des actions juridiques contre les discriminations et choses comme ça, c'est vraiment très important à mon avis. Muriel Ross, quand on vous dit femme-objet, est-ce que, par exemple, vous étiez entre ces deux sachants qui n'avaient pas tellement envie de vous entendre, est-ce que vous sentiez un peu femme-objet ? Est-ce que vous avez déjà ressenti cette position ?
Alors, je ne sais pas, il faudrait demander aux gens qui me côtoient. Moi, en tous les cas, je pense que ce qui est important, c'est d'être le sujet et non pas l'objet. J'essaye, et quand je me sens comme ça menacée, enfin, en me disant, je me dis toujours intérieurement, en tous les cas, il y a un truc que vous n'aurez pas ma liberté de penser, comme le chante si bien un chanteur. Et donc ça me permet de dire, à partir du moment où j'ai mon autonomie de pensée, vous pouvez dire de moi ce que vous voulez. Moi, je peux penser différent. Et je continuerai à le faire, même si extérieurement, à un moment donné, je suis coincée dans un truc. Et je trouve qu'il y a aussi un truc important. Moi, ça m'est arrivé, c'est que les femmes sont jamais à la bonne place. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée sur ce projet Femmes majuscules. Je discutais avec des gens, avec des avocats, et on parlait. Ils me disaient, bon, qu'est-ce que tu fais? Alors je dis, bah voilà, en fait, je suis en train de lancer un magazine. Enfin, j'expliquais ce que je faisais. Et puis, je dis parce qu'il y a quand même une problématique, il n'y a pas suffisamment de femmes à l'Assemblée nationale. Alors, et puis je lui disais, mais moi quand j'étais dans un comité de direction, j'étais une des seules femmes, etc. Elle me dit, bah oui, mais tu te rends compte que déjà quand il y en a une comme toi, genre, faut se la farcir déjà, c'est déjà bien, etc. Je dis, oui, mais enfin à un moment donné, on sait sociologiquement qu'en dessous de 30%, il ne se passe rien, etc. Ça, c'est des choses qui ont été démontrées en sociologie. Vous n'êtes pas audible en dessous de 30%, ces fameuses notions des minorités, etc. Donc, je commence à sortir tout mon attirail de preuves du truc en lui disant, si, ça... Hein. Et là, il me regarde. Donc avant, il me regarde, il me dit, ouais, mais t'es trop documenté sur le sujet. Alors là, je me suis énervée. Je lui dis, attends, quand on nous pose la question qu'on ne sait pas répondre, on dit, parce que moi, ça m'est arrivé en réunion. Voilà, on lui a demandé sa part de marché, elle ne sait pas répondre. Donc, on va dire, alors qu'un mec, il aurait dit, ça n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. Mais oui, mais nous, en plus, on se dit, oh, merde, là, on a le syndrome de la bonne élève. Oh, je ne sais pas répondre. Donc ça y est, c'est un drame. J'ai pas tous mes dossiers, etc. Donc là, vous prenez ça. Et quand vous savez, on vous dit, bah oui, mais vous en savez trop. Alors j'ai dit, bah alors le problème, c'est quoi? Quand est-ce qu'on est au bon endroit? C'est aussi ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le système tel qu'il existe, pour des tas de raisons, c'est en train de changer, mais ça change doucement. Il n'a pas été conçu avec cette place-là. Donc c'est comme, moi, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. Et j'entends ce que vous disiez sur les notions de quotas et choses comme ça. Moi, je ne suis pas non plus naturellement forcément favorable, sauf que c'est la seule solution pour faire changer les choses. Sur le quota des femmes dans les conseils d'administration, moi, j'ai rencontré plein d'hommes formidables, travailler avec des femmes, c'est super. Enfin bon, on se dit, bah, comment ça se fait qu'il n'y en a pas autant? Alors, ils aiment bien travailler notamment quand ce sont leurs assistantes, quand ce sont les femmes qui leur préparent les dossiers, etc. Donc tout ça, ils sont Ou le d'accord. café. Ou le café, ou voire les deux, et plus si affinité. Et donc, c'est toujours formidable. Donc on se dit, mais comment? Il y a un truc, et c'est bien, elles font des choses, etc. Et en fait, moi je dis toujours, le vrai problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand vous allez lui taper sur l'épaule dans le conseil d'administration, que vous lui dites, tu sais quoi? Toi, tu vas t'enlever parce qu'on va mettre une femme à ta place. Ah bah là, il est déjà plus du tout d'accord. Il dit, bah pourquoi moi? Bah parce qu'il y a un moment donné, il va bien falloir qu'on le fasse. C'est qu'aujourd'hui, il y a 100% d'hommes. Demain, on dit, il y a 30% de femmes. C'est bien 30% d'hommes qui vont sortir du système. Mais le problème, c'est quand ça tombe sur eux, ils disent, bah pourquoi moi? Donc il y a aussi ça. C'est pas prévu. Alors donc, il faut faire bouger les choses. Bon, ça se fera. Mais c'est compliqué. Et ça aussi, il faut qu'on prenne notre place. Et ça veut aussi dire, et c'est ce qu'on essaie, nous, à notre façon sur Femmes majuscules de faire, c'est qu'on est face de temps en temps à des pages blanches. Et que moi, j'ai toujours pensé qu'une page blanche, c'est une formidable opportunité. Dans un certain nombre de cas, on se dit, tiens, la page blanche, ça fout les pétoches. Bah ouais, mais en même temps, c'est une opportunité. Parce que si c'est pas vous qui tenez le crayon et qui écrivez la page blanche, il y a quelqu'un qui va le faire pour vous. Ça vous conviendra peut-être moins bien. Donc prenez le crayon et écrivez la page. Oui, on peut vous passer le micro, mais je crois que tu avais aussi une question. Allez-y, vous ne battez pas. Ouais, j'avais juste une petite question. Vous parliez de la pression de la publicité pour faire des magazines. Et je voulais vous interroger, moi, sur celle que vous publiez dans le vôtre, page 13, dans le numéro de mars-avril, pour celles qu'on pas dans le magazine Sous les yeux. C'est une pub, une femme qui vante un produit pour écurer les toilettes. Et en 4e de couverture, c'est une femme nue qui vante c'est un produit pour le corps, un lait corporel. Je voulais savoir si c'était pas une forme de complicité, de la domination dans ce rôle de la femme objet, en acceptant de passer ce genre de publicité dans son magazine. Bah, si vous voulez, simplement, quand vous avez besoin... Parce que pour passer des messages... Alors, là aussi, moi, je voudrais revenir sur un point, sur la liberté de s'exprimer, etc. Elle est aussi beaucoup, dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, liée à la liberté de l'argent. Donc, il y a un moment donné, moi, je suis d'accord de perdre un peu d'argent en faisant ce magazine, mais là, j'en perds vraiment beaucoup. Et après, c'est aussi une façon de faire financer tout le reste des messages qu'on utilise.
C'est un moyen. Il y a un moment donné, moi je suis d'accord de faire différent, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que le magazine que vous avez sous les yeux, il coûte à peu près entre 5 et 10 euros, si je veux payer correctement les gens. Donc vous allez me dire, oui, mais le L, il est à 2 euros. Bah oui, mais le L, il devrait vous le donner, que je pense, quasi gratuitement. Donc voilà, c'est des questions économiques aussi. Mais moi, je n'ai pas l'impression du tout que parce qu'ils viennent acheter une page, je ne les ai pas rencontrés, ces gens-là, et voilà, et ils n'ont aucune influence sur ce qu'on peut écrire par ailleurs. Oui, vous utilisez le système, mais pour d'autres choses. Hein. En tous les cas, moi, j'ai pas l'impression, puis il y a des gens qui travaillent au quotidien avec moi, ils peuvent vous le dire, je connais en plus suffisamment bien l'univers des marques, c'est quand vous commencez à être totalement dépendant de ça que c'est dangereux. Parce que là aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la question de dire c'est pas bien ou il faut faire autrement, je suis d'accord. La question, c'est qu'après, il faut faire. Et je peux vous assurer que des portes, j'ai été taper un nombre de portes, nombre de banquiers, des gens, etc. Personne ne veut entendre parler du sujet. On m'a dit, ou encore, vous auriez fait un magazine pour des jeunes, je veux bien. Enfin là, franchement... Donc voilà, c'est aussi ça. Et ça, c'est aussi à nous de le faire bouger. Donc moi, je ne désespère pas de réussir à le faire bouger. Pour l'instant, j'utilise aussi une partie du système et qu'à un moment donné, ça fait partie du financement. Est-ce que c'est pas assez incroyable aussi qu'en 2016, il y ait autant de réticences, autant de freins auxquels vous vous heurtez? On ne parle pas de quelque chose de révolutionnaire, on parle juste de femmes qui ont plus de 40 ans. Ça me paraît incroyable, moi, qu'il y ait une telle résistance, comme si votre combat était révolutionnaire. Hein. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est très franco-français, ça aussi. Et par exemple, en Allemagne, l'équivalent de ce qu'on fait, au début, il y avait un magazine. Aujourd'hui, ils sont 3 et ça fonctionne très bien. Voire, je crois que même il y en a un 4e. Donc, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez garder la barre sur ce que vous faites. Parce que moi, je peux vous dire que c'est facile de dire, je vais dans... Moi, tout le monde m'a expliqué qu'en fait, il fallait faire un magazine de luxe, qu'il fallait faire, etc., etc. Moi, je ne veux pas et je préfère pas faire que faire ça. Donc, mais il y a un moment donné, vous êtes aussi dans la contrainte. Je vous passerai les détails de mes chiffres, mais je pourrais partir beaucoup en vacances si je ne faisais pas ce magazine. D'ailleurs, je pourrais être toute l'année en vacances. Donc après, c'est des choix. Et moi, j'assume mes choix là-dessus. J'ai absolument pas de difficulté par rapport à ça. Et aujourd'hui, les résistances, je pense qu'elles sont aussi dans un microcosme de décideurs qui veulent pas entendre parler de ça. Enfin, je veux dire, je vous apprends rien. Vous savez très bien qu'en France, il y a une scission entre ce qu'on appelle, entre guillemets, les élites et le reste. Et donc, c'est eux qui dirigent, qui dirigent le système et qui vous disent ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est eux qui formatent la façon de penser. J'en ai côtoyé, je sais à peu près comment ça se passe. Et moi, je pense que ma véritable motivation, c'est de dire j'ai eu la chance de pouvoir aller dans ces sphères-là. Je sais un certain nombre de choses, j'ai vu, je connais une partie des codes, n'en venant pas à l'origine, je les ai appris. Et je pense que mon job, c'est d'ouvrir la porte pour les autres femmes. Et non pas de dire, j'y suis, je ferme la porte comme font beaucoup, et j'y suis bien. Voilà. Mais ça, c'est un choix personnel. Alors après, je ne vais pas me faire psychanalyser aujourd'hui. Allongez-vous. Je sais à quoi c'est dû. Enfin, je veux dire, après, on a toute notre histoire personnelle qui fait qu'on a envie de bouger sur les choses. Mais je crois que c'est important d'ouvrir ces portes et d'essayer de faire les passerelles. Ça, et moi, c'est ça que j'essaie de faire. Après, on peut toujours dire, et j'accepte 200% la critique. Un jour, on a passé une page avec une femme qui faisait une publicité pour un truc sur le régime, et on a dit, mais je croyais que vous étiez contre les régimes. On dit, mais nous, on n'est pas ni pour ni contre. On dit que ce qui est important, c'est de s'alimenter correctement, mais on n'est pas à dire qu'on va perdre nos 4 kilos avant le maillot. Mais voilà, mais à un moment donné, j'ai aussi une contrainte économique. Du syndrome de la page blanche, je trouve ça très très bien parce que ça veut dire effectivement qu'on est là pour écrire, mais en l'occurrence j'ai l'impression qu'on a perdu les moyens d'écrire, c'est-à-dire il y a encore 15 ans on est d'une génération qui était hyper conquérante, or maintenant, enfin j'en parle en connaissance de cause, 50 ans ça veut dire que sur le marché de l'emploi, un maximum de compétences, on a droit aux emplois aidés, c'est-à-dire qu'on a droit de bosser au rabais au moment où on est au maximum de ses compétences. Et ça veut dire quoi aussi? Qu'on a juste le droit de se la boucler, et voilà, pas plus que ça, parce que sinon, on tombe dans des processus encore pires que ce qu'on vit. Et des femmes brisées, de mon âge, j'en vois beaucoup. Moi, j'ai la chance d'avoir encore un espèce de ressort qui me pousse vers le haut et qui m'empêche de couler, mais il y a énormément de femmes qui, effectivement, dans les années 80, on est cette génération qui était
étaient jeunes dans les années 80, qui avaient vraiment de l'espoir, des projets pour l'avenir, et certaines d'entre nous qui en ont fait beaucoup, j'en fais partie. Et à un moment donné, effectivement, on passe cette barre fatidique des 50 ans, et là, on ne vaut plus rien, on ne ressemble plus à rien, et en aucun cas, on ne se sent encore la possibilité pour beaucoup que d'aller revendiquer quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, il y a un état de fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous parliez d'ouvrir des portes. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire comment on peut passer le relais, parce que là, on fait partie encore, grosso modo, d'une élite qui va chercher ce type d'information, qui se réunit là ce soir, mais on n'est pas les plus mal lotis. Il y en a énormément d'autres. Et si toutes ces femmes, enfin, on parle pour elles, on parle en leur nom, on est gentille, mais en même temps, ça leur apporte quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est-à-dire, effectivement, c'est pas un appel à la révolution, j'en suis pas là. Ce que je veux dire, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aller redonner de l'espoir, tout simplement, la parole réellement, et surtout, ouais, c'est ça, dire les choses telles qu'elles sont, et dire ça n'est pas normal, c'est pire, on est dans une régression totale, quoi, par rapport à ça. Moi, je ne peux pas répondre pour toutes les femmes. Moi, je n'ai pas l'impression... moi, j'essaie d'écouter. Moi, je reçois des courriers de lectrices, des témoignages de femmes, dont un qui m'a particulièrement touchée, qui m'a dit « Si je suis encore là, c'est grâce à vous ». C'est lourd à porter, et je n'avais pas conscience de ça. Donc je me dis, effectivement, alors nous, on amène notre écho au système, on essaie d'aller chercher des témoignages de femmes, de parler, de dire à d'autres femmes en montrant des parcours de femmes, de leur dire, vous voyez, elles ont fait, on peut essayer de créer des choses. Et après, je crois aussi qu'il y a une espèce d'économie parallèle à créer, parce que par exemple, nous, quand on fait des études, on se rend compte qu'il y a une partie des femmes qui disent... Moi, par exemple, alors je vais prendre l'exemple des vêtements, elles trouvent rien qui leur plaise, etc. Mais c'est normal, puisque vous avez des filles qui ont 20 ans, et j'ai rien contre les filles de 20 ans, je vous rassure tout de suite, qui dessinent des modèles pour des femmes dont le corps a subi, par exemple, a subi des transformations liées à plein de choses, à sa propre histoire. Et donc, là aussi, elles nous disent très clairement qu'il y a une perte dans l'économie, et ça, on le sait, les économistes l'ont dit, parce qu'à un moment donné, on a, je crois, 90% des femmes qui, quand elles ne trouvent pas ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire soit elles remettent leur achat, soit elles n'achètent pas. Et ça, on sait, ne pas acheter ou remettre son achat, ça veut dire que c'est perdu. Or, ça ne fait pas tourner l'économie. Et on a aussi besoin de ça, et une des façons de faire tourner l'économie pour ces femmes-là, si, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé dans des services marketing, un chef de produit, une femme chef de produit à 50 ans, ça n'existe pas. Pas en France, en tous les cas. Donc là aussi, et pourtant moi j'ai assisté à des réunions où j'ai expliqué ce que je faisais, où il y avait deux rangs. Il y avait le rang des chefs de produits et des chefs de groupe, dans les produits de grande conso. Donc grosso modo, chef de produit, chef de groupe, vous allez entre 22, 23 ans et une petite trentaine. Parce que s'il y a 35, vous n'êtes pas directeur du marketing, vous circulez. Et puis derrière, il y avait un rang d'assistantes, de femmes qui s'occupaient de la promo, etc., qui étaient plutôt des femmes qui avaient 45, 50 ans. Donc un premier rang, c'était en permanence des questions, mais non, vous ne pouvez pas dire ça, les femmes, elles ne veulent pas, etc. Et un rang derrière de femmes qui, pendant que je parlais, faisaient tout le temps comme ça. Donc voilà, donc là aussi, il y a des choses. Alors peut-être qu'il faut s'organiser différemment et dire, nous, on va faire des produits, on est des femmes de 50 ans, on va faire des produits pour les femmes de 50 ans, et on va le dire comme un argument marketing proprement dit. Ça veut dire aussi qu'on se dévoile, qu'on ose le dire. Je pense qu'il y a des choses à faire, parce qu'à un moment donné, on voit des trucs, on se dit, tiens, ça, c'est vachement bien pensé. Et en tous les cas, j'ai l'impression qu'on ne pense plus pareil, ou exactement, on ne voit plus forcément les choses exactement de la même façon quand on a 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Donc c'est plutôt une chance, et donc on a envie de choses qui nous correspondent. Et là, donc là, ça veut dire qu'il faut faire des choses, mais ça veut dire qu'on résiste aussi à tous les colibés qu'on peut se prendre, etc., etc. Et ça n'est pas facile. Moi, je ne suis pas du tout... Il y a 8 jours, on avait une réunion à la rédaction, et on a des femmes qui sont venues. Pareil, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc, nous, on essaye à notre façon de dire, voilà, on va essayer de vous montrer qu'on peut faire différemment. Et je peux vous dire que pour nous, au quotidien, vous pouvez demander à Nathalie, qui est là, ou à Lisa, au quotidien, on jongle avec des ficelles, des bouts de scotch et des machins. Mais on se dit, on va essayer. Donc, non, alors par contre, si on cherche la facilité, c'est sûr que ce n'est pas la facilité. Mais il va bien falloir qu'on bouge. Parce que c'est pas possible, et en plus, c'est pas possible de laisser toute cette énergie. Enfin, on ne génère que de la frustration. Je crois que Thierry pourrait aussi parler des conséquences que ça a, parce que ces femmes qui sont mises, je vais le dire comme ça, parce que c'est un peu ça dont on a l'impression, au rebut. Votre ticket n'est plus valable, madame.
Non, mais vous pensez quand même pas que vous allez changer de job à 50 ans. Non, mais vous avez vu ça où? Mais vous avez jamais fait ça. Vous n'avez pas commencé maintenant? Bah si. Et même si ça vous dérange. Oui, pour compléter ce que dit Muriel, je crois que l'obscurantisme se nourrit de la crise, c'est-à-dire cette régression dont vous parlez. Je trouve tout à fait ça. Et moi, je vois par rapport aux patientes, voilà, dans des métiers qui sont moins glorieux que ceux-ci, que ce soit femmes de ménage ou d'autres, ou employés, ou dans la grande distribution notamment, et qui, à un moment donné, dire entre la page blanche et le papier froissé, il se passe pas beaucoup de temps, hein, finalement, peut-être une vingtaine d'années, et le papier froissé, il va vite à la poubelle, quoi. Ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus. Voilà. Et comment agir par rapport à ça? En tant que psychiatre, moi, je les mets en lien de plus en plus avec la dimension juridique, de façon à ce qu'il y ait une mobilisation. Et on a maintenant en France la possibilité de se regrouper dans des démarches juridiques. Et je vois dans certaines entreprises où ça se passe très mal, où voilà, quelques-unes se regroupent et lancent des actions comme ça. Et en même temps, je crois qu'au niveau politique, il faut se débattre. Je reviens sur la question de la parité. C'est vrai que c'est vraiment pas l'idéal. Mais si à un moment donné, on impose des choses comme ça, il y a au bout d'une ou deux générations, quelque chose se passera. C'est-à-dire les compétences seront reconnues. Il y a quelque chose qui s'installera, qui fera qu'à un moment donné, comme dans les pays scandinaves, on impose quelque chose où l'homme et la femme ont leur place. Et moi, je crois que c'est... Voilà, dans un premier temps, je suis d'accord avec vous sur la suppléante ou sur celle qui va faire le café, mais dans un second temps, voilà, on peut faire confiance aussi aux femmes dans les places où elles sont, et avec comme disait Muriel, avec le syndrome de la bonne élève pour en faire plus, qu'à un moment donné, voilà, les dossiers seront aussi présentés par elles, quoi, et que l'ESBROUF, dans lequel sont un certain nombre d'hommes politiques, par exemple, ne passera plus. Elle ne passe plus au niveau de la population des électeurs. Il y a un moment où les femmes seront là. Et en ce moment, les femmes en politique, c'est pas forcément celles qu'on choisit qui sont sur le devant de la scène, mais voilà, il y a quand même une existence là. J'ai entendu des mots qui m'ont frappé: révolution, résistance. Il y a une guerre et on n'est pas au courant. Elle est déclarée. Je crois que vous vouliez réagir de nouveau. Oui, moi je voulais réagir parce que je pense qu'on a aussi notre responsabilité en tant que mère. Je pense qu'on élève nos garçons comme des petits dieux, des phallus en érection, et les filles comme des soubrettes. Et ça, je pense qu'il faut peut-être se mettre en question. Du côté des petites filles qui étaient très à la mode, dans les années 60-70, j'aimerais bien que beaucoup de femmes le relisent. C'est important. Je pense que l'égalité se fait dans l'éducation. C'est là que ça se situe. Et je pense qu'à l'heure actuelle, je vois, parce que bon, je vois que des femmes et je vois des jeunes. Et alors, elles ont comme seul... je sais pas, comme seul espoir, se marier. Il y en a qui me disent, maintenant je suis casée, je m'en fous. Elles ont quel âge, ces femmes des femmes jeunes. J'ai des femmes de 25 ans qui ont pris 25 kilos pendant leur grossesse et qui, je leur dis, quand même, il va falloir que vous en perdiez un peu. Et qui me disent, je m'en fous, je suis casée. Non, mais quand j'entends ça, moi, en tant que vieille féministe, ça me hérisse le poil. Donc, je dis, on a foiré quelque chose. Donc... J'ai l'impression que ça hérisse le poil aussi de Thierry Delcourt. Oui, je voudrais revenir là-dessus, parce que j'ai vécu cette expérience avec un de mes fils qui, je pense, on les a relativement bien éduqués, et ils ont une fille, c'est la seule de la famille, et alors qu'ils n'étaient pas du tout dans cet esprit-là, implicitement, elle est rentrée là-dedans. C'est-à-dire qu'elle n'y rentre pas par les parents. C'est-à-dire que ça serait un mauvais procès à faire aux parents que de dire c'est eux qui les élèvent comme des soubrettes. Non, pas du tout. Déjà, il y a les médias et l'impact des médias qui est énorme. Et puis, il y a surtout quelque chose qui est inscrit dans les archétypes et dans les stéréotypes à deux niveaux, je pense. Les archétypes, c'est-à-dire que c'est ce qui nous inscrit dans une espèce d'inconscient collectif et qui fait que ça traverse les générations, qu'on le veuille ou non. Et puis, il y a la façon dont ces stéréotypes sont entretenus partout, qui fait que même si on fait un effort dans l'éducation et qu'on est très attentif et vigilant sur les choses, ça passe quand même. Et voilà, le rose passe, etc., etc. Enfin, tout ce que vous dites, quoi. Ça fait 1 heure que nous débattons sur l'image de la femme dans les médias. Si évidemment vous avez encore des réactions, vous pouvez. Je pense que vous allez avoir soif aussi. Donc, mais bien sûr, les hommes ont le droit de parler. On est très, très ouverts. Oui, là, je suis entouré de gonzesses, mais
Est-ce que c'est bien? Je me prénomme Dominique. Alors, j'avoue qu'à la faculté, on me disait mademoiselle là-bas. Et pourtant, j'avais une barbe. Alors, bon, alors j'ai 2 observations. La première, c'est je voudrais vous rassurer quand même sur la présence des femmes. Je suis un peu juriste puisque j'étais avocat et juge. Et j'avais pour présidente des femmes. Ben, je peux vous garantir qu'elles avaient leur place. Donc, les avocats, aujourd'hui, les femmes sont majoritaires. Dans la magistrature, les femmes sont majoritaires. Et croyez-moi, elles prennent leur place. Donc, je crois que c'est aussi une question de volonté. Mais il y a quand même quelque chose de troublant à savoir que je suis jury d'examen dans les écoles d'ingénieurs, etc. Et j'interviens à la fac de droit. Je constate que les 2/3 à la fac de droit sont des femmes et que dans les métiers d'ingénieurs, etc., il n'y a pas de femmes pratiquement, ce ne sont que des hommes. Il y a quand même un phénomène là. Qui fait que les femmes vont dans un secteur et les hommes dans un autre. Et qu'il n'y a pas, alors qu'il y a des femmes ingénieurs qui sont tout à fait compétentes. Donc vous voyez, il y a quand même cette différence femmes-hommes qui se trouve dans les métiers qu'on pratique. Et ma deuxième observation, c'est celle un peu d'un juriste. Est-ce que les femmes, je parle des médias, est-ce que les femmes ne sont pas un peu responsables de l'image qu'elles donnent? Quand elles se prêtent à des publicités, quand elles se prêtent à des interventions sur les plateaux. Je pense à Nabila, par exemple, dont on a fait... c'est vrai qu'elle a une jolie poitrine, mais elle n'est pas elle. Alors, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des femmes à se prêter à des images qu'elles devraient peut-être pouvoir éviter? Je pense à cette publicité qui me horrifie. Je crois que c'est Madame Théron qui monte avec L'Oréal, avec ce machin dans les cieux, etc. Bon, elle n'a pas beaucoup besoin d'argent, mais est-ce que c'est pas dommage qu'un certain nombre de femmes, je parle des images, se prêtent effectivement à certaines images? Je parle en juriste un petit peu, hein. Oui, alors, juste sur le premier point, vous avez raison, il y a des métiers qui aujourd'hui sont plus féminins que masculins. Alors, moi, j'ai en tête un souvenir d'un truc que j'ai entendu quand j'étais à l'école. C'était « Ouh là là, attention, s'il y a trop de femmes dans un métier, ça dévalorise le métier. » Donc, vous avez entendu ça? Ah bah oui. Et ça se dit régulièrement. Donc, là aussi, c'est des métiers, du coup, qui sont aussi... désinvestis par les hommes, parce qu'il y a... Et d'ailleurs, les femmes sont payées 20% de moins que les hommes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai dans le milieu juridique, mais en tous les cas, c'est quand même un constat... c'est quand même un constat global. Donc, alors là, elles ont sûrement leurs propres... Ce sont peut-être des femmes qui ont su défendre leurs droits. Hein. Exactement. Dans le milieu juridique, visiblement. Il faut que les femmes aient la volonté de prendre leur place. Oui. Bien sûr, c'est une question de volonté, mais ça n'est pas que une question de volonté, parce que c'est exactement comme parce que ça, à nouveau, c'est une injonction donnée aux femmes, parce qu'il y a la volonté de prendre sa place. Il y a des injonctions sur plein de choses. Et à un moment donné, moi, je suis très frappée de voir des jeunes femmes de 30 ans, qui sont déjà exsangues à 30 ans. C'est-à-dire qu'elles ont tellement voulu être la bonne mère, la bonne femme, la bonne amante, la bonne à l'école, etc., qu'elles sont épuisées. Donc, il y a un moment donné, on peut peut-être faire tout, mais peut-être pas tout en même temps, par exemple. Hein. Mais ça, moi, j'ai toujours en tête une femme qui m'a beaucoup marquée sur le sujet, qui s'appelle Muriel Setzer, qui est aussi psychanalyste, qui travaille sur la problématique des bébés. On l'a vu un jour dans un débat, et elle a dit un truc que j'ai trouvé très, très juste. On parlait des grossesses tardives. Et elle a conclu en disant, en fait, ce que je crois aujourd'hui, c'est que la société n'est pas adaptée non plus au temps des femmes. Et c'est logique, puisque la société, aujourd'hui, elle a été plutôt construite par des hommes sur le temps des hommes. Donc, il y a une mutation fondamentale de la société. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de ce que vous donniez tout à l'heure sur le travail. Moi, je ne vois pas pourquoi. C'est vrai qu'on peut, quand on est en âge d'avoir des enfants, décider de consacrer un peu plus de temps à ses enfants. C'est un choix personnel. Moi, je ne porte aucun jugement à ça. Mais pourquoi, dans ce cas-là, quand on revient et qu'on n'est plus disponible à 45 ou à 50 ans, on dit bah non, c'est pas possible. C'est plus possible de travailler. C'est quoi le problème? Moi, je l'ai vécu ça dans une entreprise où j'ai demandé qu'on m'explique pourquoi c'était pas possible. Donc, on m'a donné des... Alors, je disais, non, mais attendez, je ne comprends pas vos arguments. On ne peut pas manager une équipe où on a des gens qui ont 35 ans et d'autres... Je ne comprends pas. Moi, je suis manager, je ne vois pas où est le problème. À partir du moment où les choses sont claires, ce n'est pas parce que vous avez 35 ans, si vous avez 5 ans d'expérience, vous n'êtes pas payé pareil que quelqu'un qui a 35 ans et 10 ans d'expérience. Mais ça, le deal, il doit être posé, c'est clair. Donc, j'ai poussé, parce que c'est un peu dans ma nature. Et au bout d'un moment, je voyais qu'il me disait, non, mais enfin, ça n'est pas possible. J'ai dit, oui, enfin, j'ai bien compris, ça n'est pas possible parce que vous ne voulez pas. Donc, il y a aussi, certes, les femmes ont des choses à faire, donc il faut qu'elles poussent.
Ça, c'est clair. Mais elles ne sont pas toutes seules dans le jeu. Donc ça, je pense que c'est aussi un truc important, parce que redire toujours qu'elles sont seules responsables de leur situation, c'est un peu botter en touche en disant vous avez qu'à vous démerder. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est une organisation globale de la société. Donc je pense qu'il faut aussi faire attention à ce genre de choses, et qu'il faut et ça veut dire aussi que les femmes doivent mettre dans leur, je ne veux pas dire combat, mais dans leur vision des choses, les hommes, parce que dans tous les cas, quand il y a des choses qui se sont passées dans le bon sens pour les femmes, les hommes en bénéficient. Moi, mon exemple préféré sur le sujet, c'est la contraception. Les femmes se sont quand même battues pour obtenir le droit à la contraception. Bon, il s'avère que c'était quand même elles qui souvent payaient dans leur corps, et de façon des fois très grave, voire même de façon définitive, un certain nombre de choses. Parce qu'en général, quand elles tombaient enceintes, elles n'étaient quand même pas toutes seules responsables. Ou alors, bon, il me semble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont battues. Et elles ont obtenu, et il y a des hommes d'ailleurs qui les ont aidées. Il me semble qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes profitent de la situation. Donc, et à un moment donné aussi, les acquis pour les femmes profitent aussi aux hommes. Et donc, c'est à nous de faire en sorte que les hommes comprennent aussi ça et se battent à nos côtés. Il y a des hommes qui se battent pour ce genre de choses, qui se battent ou qui essaient de faire bouger les choses. Mais encore une fois, dans des assemblées, quand vous vous retrouvez toute seule à défendre ça devant 15 mecs, eh ben, c'est pas facile quand vous êtes une femme. Donc voilà, moi je ne jette la pierre à personne, je sais qu'il faut être combatif, je sais qu'il faut... Mais il faut aussi qu'on prenne conscience au niveau sociétal des choses. Et de temps en temps, il y a des beaux discours, il y a plein de gens par exemple qui s'intéressent à la place des femmes dans les entreprises. Très concrètement, ils font pas grand-chose. Mais ils sont à tous les cocktails en disant c'est formidable, c'est formidable. Ça, on a bien compris que c'était formidable. Bon, derrière, moi je me dis toujours, et eux, concrètement, ils font quoi ? On ne sait pas toujours. Il y en a qui font des choses, mais il y en a plein, on ne sait pas bien ce qu'ils font. De la même façon, les femmes doivent essayer de faire bouger les choses. Donc on est tous partie prenante de ce truc-là. Et moi, personnellement, je pense que ça sera mieux pour tout le monde, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Qu'on aura tous un bénéfice à tirer. Thierry Delcourt, vous vouliez rajouter quelque chose sur le sujet ? Oui, par rapport à cette question de volonté, parce que, bien sûr, tout ce qu'on est en train de dire ce soir, c'est pas dire les femmes sont victimes d'un système, et je pense que la plupart de celles qui sont ici ne se sentent pas victimes. Mais la question, c'est d'analyser les obstacles. Et je vais vous donner un exemple par rapport à ce qu'une équipe canadienne a réalisé. Une étude assez sophistiquée où on mettait en situation des étudiants, garçons et filles. On les mettait en ce qu'on appelle un IRM fonctionnel, c'est-à-dire on vérifie l'efficacité du travail psychique et intellectuel. Et maintenant, on a la possibilité de visualiser ça. Et on leur posait une équation mathématique, garçons et filles. On les mettait dans l'IRM. Les réponses étaient à peu près similaires pour l'un et pour l'autre. Si par contre, avant l'expérimentation, on disait aux filles, oui, mais de toute façon, les filles, elles ne sont pas très bonnes en maths. Le résultat, c'est que les aires qui étaient sollicitées étaient les aires émotives et que les résultats à la fin étaient nettement inférieurs chez les filles que chez les garçons. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut reposer la question de la volonté, c'est-à-dire des automatismes qui font que ce sont à la fois des automatismes de représentation, d'image, qui finalement vont amener à dire, et comme vous le dites d'ailleurs, ah ben non, je ne peux pas être ingénieur. Alors que la voie devrait être ouverte. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que la question de la volonté. Ce n'est pas le yes you can. Oui, ça serait bien que ce soit comme ça. Il faut qu'on aille vers ça. Mais il y a le poids de l'image. Et quand on dit l'image, je crois qu'il faut bien entendre ça comme un discours. La force d'un discours, des discours contradictoires, en plus, qui sont dans ce qu'on appelle une double contrainte, c'est-à-dire qui à la fois proposent des choses contradictoires, qui à un moment donné ont un effet paralysant. Et donc, à partir de là, on peut poser la volonté, mais il faut que la volonté soit associée à une ouverture sociétale qui permette de penser autrement les choses. Donc, mesdames, vous êtes formidables et il faut vous le rappeler matin, midi et soir, et on le sera encore plus, si on a bien compris, docteur. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, dans l'émission, je vous disais cette espèce d'injonction un peu folle, mais qui serait peut-être la plus vraie, c'est « sois toi-même ». Et qu'à un moment donné, les parents puissent transmettre ça. Alors, c'est
au niveau d'une injonction, ça serait ridicule, mais au niveau de toute une éducation qui amènerait à ça, c'est-à-dire face à des situations, et combien de fois je dis aux parents, mais reposer les questions. Quand on regarde des informations avec les enfants, il faut dire, voilà, faut poser, qu'est-ce qui se passe, comment tu vois ça, et discuter autour de ça, et remettre en question justement ces automatismes, ces représentations. Et à ce moment-là, le soi toi-même, il a du sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y aura pas d'obstacle à ce que je sois ingénieur si la voix est celle que je ressens à un moment donné, ou d'être pilote de ligne. Il y en a heureusement un certain nombre. Je ne suis pas sûre que vous soyez pilote de ligne, mais je sais que vous avez une question à nous poser. Oui. En fait, je voulais rebondir sur deux thèmes qui ont été abordés. Premièrement, le jeunisme à l'égard des femmes de plus de 50 ans. Bon, c'est vrai que les femmes sont particulièrement touchées pour tout un tas de raisons de vie, d'éducation des enfants, etc. Mais tout de même, en rétablissant les choses, actuellement, le jeunisme ne touche pas que les femmes, bien au contraire, et les jeunes sont très touchés, les hommes sont très touchés aussi. Bon, deuxième chose, l'éducation des garçons et des filles. Je crois que c'est Hillary Clinton qui disait qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, les parents ne sont pas seuls. Et que l'environnement est très important, ce que vous disiez effectivement. Et la dernière chose, c'est une question que je voudrais poser, parce que c'est une expression qui m'agace, mais alors souverainement, j'en hurle chaque fois que je l'entends. Et je voudrais savoir d'où ça vient. Vous qui avez fait du marketing, vous devez pouvoir nous expliquer d'où vient le concept de la ménagère de plus de 50 ans. Ah, vous tombez bien, elle adore cette expression. C'est sa favorite. Pardon, de moins de 50 ans. La ménagère de moins de 50 ans, excusez-moi. Parce qu'après, on est Après, on n'est plus. Oui, alors, ça vous réjouit. Oui, ça c'est. Déjà, ce que je trouve absolument incroyable, c'est que ça existe toujours. Alors, je racontais que j'ai vu récemment, dans ce que s'appelle un mediabook, enfin bon, peu importe, hein, c'est quelque chose qui permet de savoir quelles sont les audiences des différents médias. C'est pas celui de cette année, il doit avoir 2 ans, donc c'est quand même assez récent. Une catégorisation qui était homme, femme, ménagère. J'ai dit, et comme je connais les gens qui travaillent dans ce truc-là, j'ai dit, vous direz de ma part que je ne savais pas que ménagère était le 3e sexe. Mais bon, pourquoi pas. Donc, je pense que ça vient en fait des origines en fait du marketing qui sont dans les années 50-60, où effectivement les femmes étaient plutôt à la maison, donc c'était des ménagères. Ce qui est formidable en plus, c'est que on vous dit aujourd'hui c'est dépassé. Alors ils vous disent mais bien sûr on le sait, etc. Mais c'est un raccourci. C'est comme le mot senior, c'est un raccourci. Sauf que quand vous dites ménagère, moi j'ai une image immédiatement, c'est des gants Mappa et des bigoudis sur la tête. Voilà. Et ça, moi, personnellement, j'en connais pas. Et ménagère senior. Et alors, la ménagère senior, alors là, je n'ose même pas imaginer le tableau. Donc, c'est quelque chose qui est une espèce de truc qui est resté dans le langage et qui continue. Alors, maintenant, il y a un autre truc qu'on appelle le responsable des achats. Bon, alors là, parce qu'on vous dit, là, en plus, c'est pas sexuel. Responsable des achats, ça peut être un homme et une femme. Donc, 85% des décisions d'achat dépendent des femmes. Hein, mais bon, donc là aussi, il y a des choses à savoir. C'est-à-dire qu'on a quand même le pouvoir économique. Il faut le savoir, parce qu'à 85%, on décide de tout ce qui est acheté dans une maison. Donc là, si on n'est pas d'accord avec des trucs, c'est le moment d'agir par des actes très clairs. Et ça, je peux vous garantir que dès que vous allez toucher au porte-monnaie des gens, il y a des réactions immédiates. Hein. Donc voilà. Donc la fameuse ménagère de moins de 50 ans n'a pas encore fini, mais on espère bien la bouter hors de France, comme fit notre Jeanne d'Arc nationale. Donc on désespère pas. Mais c'est là aussi. Et quand vous expliquez que ça pose question, les gens vous disent toujours mais. Non, mais entre nous, on sait. Mais le problème, c'est que le mot, il est connoté. Il y a une image qui vient immédiatement. Parce que moi, franchement, des ménagères, je ne sais pas bien ce que c'est. Et le mot demeure. Je crois que ce sera la conclusion, parce que vous avez tous soif. Et moi, je conclurai peut-être en disant que visiblement, derrière un sujet qui est fait normalement l'apologie du superficiel, l'image, on a rencontré beaucoup de réalités qui ne l'étaient pas du tout superficielles, et que c'est quand même assez étonnant d'en faire la conclusion. Oui, Thierry, vous pouvez. Je me permets de dire un tout petit mot. Oui. Voilà, pour reprendre le ménagère de plus de 50 ans. Oui, non, mais justement, le lapsus que vous aviez fait. Et pour dire effectivement que par rapport au soi toi-même, je voulais terminer ça, c'est-à-dire qu'on peut être défini par ce qu'on n'a plus ou ce qu'on n'est plus, mais on peut aussi, et c'est là où il y a une responsabilité de chacun, être défini par ce qu'on est ou ce qu'on va imposer de cette différence. C'est-à-dire dans une dimension de positivité, dans une dimension de créativité à un moment donné. Facile à dire, pas facile à faire, mais je crois que cet agir ensemble, il va dans ce sens-là.
Excusez-moi. Non, ne vous excusez pas, au contraire, on vous remercie. On vous remercie toutes d'être venues, d'avoir questionné cette image de la femme dans les médias. On vous remercie évidemment, Muriel Ross, d'être venue et puis de faire un magazine qui parle autrement de nous, les femmes de plus de 40 ans. Merci. Merci à vous. Merci Muriel. On va construire d'autres projets. Merci Thierry Delcourt. Merci à toute l'équipe de Femmes Majuscules. Vous avez vu qui s'est déplacée, qui a consacré du temps aux femmes mayennaises. Je voudrais qu'on les remercie aussi. Voilà, et pour répondre à une des questions, pour agir concrètement, il y a des petites feuilles, vous inscrivez à un atelier, vous amenez vos thématiques, ce qui vous intéresse, vous réagissez à cette soirée, et c'est avec plaisir qu'on donnera suite à toutes vos propositions. Merci. Maintenant, on va partager un petit verre ensemble.